Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien m'entendre. En fait, voilà, il y a un peu de bruit. Donc, merci pour l'introduction. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, effectivement, l'intervention que je vais faire va tourner plutôt autour du sujet de la mobilité des personnes. Donc, la mobilité inclusive au Maroc et durable aussi. Comment est-ce un enjeu en fait pour connecter les territoires et libérer un peu les opportunités. Donc je vais essayer à travers cette intervention d'expliquer un peu toutes les dimensions et les facettes de la mobilité au Maroc pour pouvoir se dire en fait quels pourraient être les leviers d'action. Et effectivement sur les leviers d'action, il y a des synergies fortes avec tout ce qu'il faut faire aussi en termes de réglementation et de plan d'action pour la logistique, les deux étant intimement liés. Alors pour démarrer cet exposé, je vous propose vraiment de nous mettre un peu dans la peau de 3 personnes au Maroc. Donc, on va imaginer un peu leurs récits, leurs histoires, parce que ça résume vraiment les sujets de mobilité au Maroc. Donc, on va prendre le premier exemple. Alors, je remercie ChatGPT pour les images générées. Ce n'est pas des vraies personnes, c'est des personnes fictives. Donc, on va prendre l'exemple de Karim, par exemple, qui travaille au centre de Casablanca et qui habite à Midjouna. Donc c'est un cas typique aujourd'hui. Voilà, il travaille comme réceptionniste avec un salaire autour de 5 000 dirhams par mois. Aujourd'hui, pour se rendre à son travail, donc il se réveille le matin à 6h30. Pour se rendre à son travail, il a 2 options de déplacement. Soit il va prendre un premier bus, puis un deuxième bus, puis finir par une marche à pied ou un petit taxi rouge. Malheureusement, ce matin-là, le premier bus n'est pas à l'heure, il est pressé, donc il va devoir prendre un grand taxi, reprendre ensuite un deuxième bus et finir ensuite par un petit taxi rouge. Tout ce temps-là, c'est 100 à 140 minutes de trajet chaque jour et pourtant on est sur une distance relativement courte de quelques kilomètres. Par rapport à son budget mensuel, ça lui coûte aujourd'hui 16 à 25% de son salaire selon la chance qu'il a et selon la pluviométrie et selon la ponctualité des trajets. Deuxième exemple, on va aller dans un autre endroit au Maroc, on va aller à Tizi Ouzou et donc là on a une autre personne, Fatima, qui aujourd'hui habite dans un douar et doit se rendre au souk hebdomadaire chaque semaine. Donc elle va vendre ses produits artisanaux. Cette dame aujourd'hui, en termes de déplacement de son douar au souk, n'a d'autres alternatives, soit la marche à pied, partir à Dodane, soit prendre un grand taxi, un taxi collectif, donc les Khtafan, qui aujourd'hui font, on va dire, répondre à un besoin aujourd'hui quand le transport n'existe pas. Manque de change ce matin-là, le Khtaf n'est pas ici, donc elle n'a pas comment se rendre. Donc elle va réussir à trouver finalement un taxi blanc, un grand taxi, et réussir à se rendre au souk. Donc trajet laborieux qui va lui prendre 80 minutes aujourd'hui. Et quand elle arrive au souk, les meilleures places sont prises, donc c'est bien dommage pour elle. Mais aujourd'hui, ça entrave pleinement son activité. On va prendre un troisième exemple, troisième cas de figure. On va prendre l'exemple de Ahmed. Donc Ahmed, ouvrier agricole, qui habite dans un douar près de Qsaq-Srer. Donc même défi, ce matin, il doit se rendre à son travail. Donc l'exploitation agricole dans laquelle il travaille, qui est en périphérie de Tanger, où il se rend 2 à 4 fois par semaine. Aujourd'hui, donc la durée de son trajet n'est que de 20 km. Le mode de transport est très complexe. Donc, il a le choix entre un taxi collectif qui va prendre, parce qu'il n'a pas vraiment le choix, c'est le seul moyen de transport à disposition, mais qui va l'emmener à un point de collecte et finalement, il va continuer sa marche à pied. Donc, tout ce trajet-là va lui prendre 1h45 minutes. C'est des cas réels, ce que je vous donne, c'est des exemples réels. 1h45 minutes et va représenter pour lui 650 dirhams par mois. Donc, autant dire par rapport à son salaire, une part colossale. Donc, ces 3 histoires, en fait, c'est 3 histoires complètement ordinaires, c'est 3 défis quotidiens. C'est des équations de mobilité très différentes. On est en milieu périurbain, on est en milieu rural, on est dans le monde agricole. Mais en réalité, c'est quoi leur point commun? C'est qu'aujourd'hui, la mobilité, pour ces gens-là, est contrainte, elle n'est pas fiable. Elles freinent leurs opportunités professionnelles. Ces récits aujourd'hui nous rappellent une vérité simple. La mobilité, c'est un droit, mais en réalité, ce n'est pas une réalité pour tous.
Donc nous allons, à travers ce petit exposé, essayer de nous dire en fait quel est l'impact socio-économique pour les citoyens de cette mobilité et surtout quels sont les vrais freins, quelles sont les causes racines sur lesquelles il va falloir agir si on veut y remédier. Donc si on démarre par premier sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une vision guidée par les hautes instructions de Sa Majesté. Aujourd'hui, la mobilité, le développement d'un système de transport inclusif durable constitue une exigence essentielle pour atteindre le développement régional intégré. Donc aujourd'hui, il y a une volonté forte portée au plus haut niveau de l'État de résoudre ce défi de mobilité des citoyens qui est aujourd'hui un frein majeur. Alors, quels sont les impacts de la mobilité d'un point de vue, au-delà des 3 histoires que je viens de raconter, d'un point de vue, on va dire, quantitatif? Aujourd'hui, la mobilité, en réalité, c'est un frein de l'accès de nos citoyens à leurs droits constitutionnels. Alors, il y a même des pays où la mobilité est un droit constitutionnel. Ce n'est pas le cas dans notre Constitution. Mais aujourd'hui, on a 3 droits constitutionnels pour les Marocains: l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à l'emploi. Ces 3 droits constitutionnels sont fortement freinés par la mobilité aujourd'hui. Donc, je vais citer quelques chiffres, quelques exemples. Aujourd'hui, au niveau de l'éducation, alors il y a eu un effort important de généralisation du transport scolaire, de généralisation de l'accès à l'éducation au niveau primaire, mais les dernières enquêtes réalisées, donc nous avons fait une enquête auprès d'un échantillon de citoyens en milieu rural et périurbain, montrent qu'aujourd'hui, il y a encore un enfant sur 10 qui ne va pas à l'école en raison de la mobilité. Donc aujourd'hui, ça reste, sans compter bien évidemment les taux d'abandon scolaire au collège, lycée, etc. Donc ça reste aujourd'hui un frein majeur d'accès à l'éducation. Et bien évidemment, de manière plus positive, des études de l'ONDH ont démontré que le transport scolaire a permis de réduire de 30% le taux d'abandon scolaire en milieu rural. Deuxième élément, l'accès à l'emploi. Alors, la dernière enquête réalisée est quand même a démontré un chiffre assez dramatique. Aujourd'hui, 57%, donc presque 2/3 des Marocains habitant en milieu rural et périurbain, estiment que la mobilité est un frein majeur d'accès à l'emploi et d'accès à leurs opportunités professionnelles. Donc aujourd'hui, c'est un véritable sujet. Et aujourd'hui, dans une logique où on est vraiment dans une volonté forte au niveau national de créer davantage d'emplois, on voit que la mobilité, c'est vraiment le sujet majeur sur lequel il faut agir. Et enfin, le dernier sujet, la santé. Donc aujourd'hui, on sait que 60% des habitants, alors les chiffres datent d'il y a 2-3 ans, mais ça n'a pas dû beaucoup changer, des habitants marocains en milieu rural aujourd'hui habitent à plus de 20 km d'un centre de santé de base ou d'un module d'accouchement de base. Et aujourd'hui, 44% des Marocains considèrent que la mobilité entrave l'accès au centre de soins. Donc aujourd'hui, ils ont accès en général à un dispensaire qui n'est pas équipé. Et donc, on a aujourd'hui des cas aussi importants d'accès à la santé impactés par la mobilité. Donc la mobilité aujourd'hui, c'est un sujet social majeur qui est aussi exacerbé si on regarde en termes d'équité sociale pour les femmes et les personnes en situation de handicap. Les dernières enquêtes réalisées, par exemple, à Casablanca, montrent que l'usage du transport en commun est un usage extrêmement masculin. Aujourd'hui, les femmes, il y a encore un sujet de sécurité, il y a un sujet aujourd'hui d'accès à ces transports en commun. Quand on sait qu'aujourd'hui, 37% des femmes n'ont pas accès au transport en commun et aujourd'hui, on a un impact aussi majeur sur la scolarisation, par exemple, des filles. Deuxième élément, les personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, c'est quand même une partie importante de la population, c'est pratiquement 7%. Et aujourd'hui, ils n'utilisent pas les transports en commun avec des difficultés majeures d'adaptation. Alors il y a quelques initiatives positives dans à Rabat et à Casablanca d'accès aux personnes en situation de handicap, mais ça reste aujourd'hui un sujet d'équité sociale majeur. Troisième élément, et ça c'est aussi un impact colossal, c'est la partie pouvoir d'achat. Alors aujourd'hui, la mobilité fait partie du top 4 des préoccupations des chefs de ménage
Et on sait qu'elle représente 15%, voire même 20% dans les grandes agglomérations comme Casablanca, du revenu des ménages, notamment les ménages les plus vulnérables, donc les 20% des ménages les moins aisés. Alors le taux est bien évidemment plus faible pour les personnes plutôt riches, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les personnes, donc les 20% des populations les moins aisées, utilisent font 3 fois moins de déplacements par jour que les autres. Donc l'impact, il est à la fois sur la fréquence, donc on sort moins, et en plus, ça représente 20% du coût. Donc aujourd'hui, il y a un impact aussi majeur en termes économiques. Ensuite, donc on parle de durabilité. La durabilité, c'est aussi l'environnement. Alors aujourd'hui, bon, je pense que les chiffres sont assez clairs. Le transport et la mobilité également représentent 38% de la consommation énergétique et c'est le deuxième secteur émetteur des gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, c'est un impact majeur et qui est lié bien évidemment à deux choses. Ce n'est pas tant le fait qu'on n'ait pas de véhicules électriques ou de véhicules hybrides au Maroc, mais c'est surtout lié au pourcentage d'utilisation du transport en commun dans le déplacement des ménages. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de bus, on n'a pas beaucoup de déplacements, et lié aussi à l'âge des véhicules. Donc on est sur un âge moyen des véhicules qui est vieillissant, qui dépasse 13 ans, avec plus de 40% du parc qui dépasse 15 ans. Et ça a un impact majeur également sur l'environnement. Et enfin, le dernier impact, on va dire macro, c'est la partie sécurité routière, sécurité des citoyens. Alors, il y a beaucoup on va dire une feuille de route d'amélioration de la sécurité qui est en cours, mais il n'en demeure pas moins qu'on a aujourd'hui plus de 3500 décès chaque année en raison de la sécurité routière et qui est lié aussi intimement au développement du système de transport. Parce que quand on voit les enjeux de sécurité routière, c'est essentiellement les personnes qui prennent les motos, les deux roues, etc., qui en pâtissent et quand on demande aux gens qui se déplacent en deux roues pourquoi vous utilisez les deux roues, c'est par manque d'alternatives à plus de 70%. Donc ce n'est pas forcément un choix des ménages, mais c'est par contrainte qu'on utilise ces modes de transport et finalement qui pèsent sur la sécurité. Donc aujourd'hui, on est sur un sujet qui est quand même au centre des impacts socio-économiques pour le citoyen. Et donc, la question, c'est de se dire déjà comment les citoyens se déplacent. Quelle est l'offre de transport aujourd'hui qu'on met à leur disposition? Alors, quand on regarde l'évolution du transport au Maroc, il y a une évolution en réalité vraiment à deux vitesses. D'un côté, et en ligne avec toutes les priorités de développement économique du Maroc, on a eu un très très fort développement de l'infrastructure au niveau national. Je ne vais pas citer tous les chiffres, mais à la fois en termes de transport routier, de routes revêtues, en termes d'autoroutes, tout le développement ferroviaire et qui va continuer à s'accélérer sur les années à venir, le développement aéroportuaire, le développement des gares routières, des gares aéroportuaires, des gares ferroviaires. Donc un développement en termes d'infrastructure qui a été colossal avec des investissements majeurs de l'État sur les dernières années. Maintenant, le corollaire de ça, c'est qu'en parallèle de développement de ce parc, de ces infrastructures, et notamment sur le routier. Donc, on a en bassant une augmentation en 10 ans de 100 à 110 du réseau routier revêtu, ce qui est très bien. Mais sur la même période, en réalité, on a un développement sur la même basse-sang de 100 à 170 du parc automobile. Donc aujourd'hui, malgré ce développement très fort, on va dire, de l'infrastructure, en réalité, ce n'est absolument pas suffisant pour suivre tout le développement. Je sais, oui, c'est bon, vous m'entendez encore. Tout le développement du parc automobile. Donc aujourd'hui, on est sur vraiment cette évolution à deux vitesses. Et quand on regarde l'offre de transport, en fait, on s'est amusé à calculer. Aujourd'hui, si je regarde tout le parc disponible pour transporter les personnes, en termes de voitures personnelles, de bus, de tramways, de taxis, d'autocars, de transports mixtes, etc., quelle est la capacité que j'offre aux citoyens pour se déplacer si tout était rempli, si on était sur un taux de remplissage maximal? Aujourd'hui, 3/4 de la capacité par rapport au parc existant, c'est la véhicule individuel. Et finalement, la part de transport en commun en termes d'offres n'est que de 15% de la capacité. Et
fortement concentrés dans 7 villes du royaume. Donc il y a des villes où, bien évidemment, on n'a pas cette capacité-là. Et la partie taxi qui prend le relais finalement et qui représente une partie importante des déplacements et qui répond à un trou, on va dire, d'existence de moyens structurés. La partie autocar est extrêmement faible. Alors là, je parle juste du routier parce que bien évidemment, il y a le ferroviaire qui occupe aussi une place importante sur l'interville. Donc aujourd'hui, on est sur un problème de quantité. Déjà, l'offre n'est pas suffisante. Mais surtout, on est aussi sur un sujet qualitatif, bien évidemment. Alors la qualité de ce transport, c'est à la fois, bien évidemment, en termes d'accessibilité, parce que tout le monde n'a pas accès à ces systèmes-là, notamment dans les zones rurales, par exemple, les zones périurbaines, de qualité et sécurité du service aux citoyens. Donc aujourd'hui, globalement, on a une mauvaise qualité des transports publics. Alors hormis, bien évidemment, les bus, les BHSL, les tramways qui sont aujourd'hui dans une nouvelle dynamique, globalement, l'état du parc aujourd'hui n'est pas bon, avec une vétusté des véhicules, notamment les autocars, les véhicules de transport mixte, un manque de ponctualité, un respect des normes qui n'est pas toujours au standard, et surtout un manque de professionnalisation des métiers du transport. Donc ça, c'est un véritable sujet, je pense, qui est commun aussi au sujet de la logistique. Aujourd'hui, on a une dominance des pratiques non professionnelles dans le secteur et il n'y a pas de mécanisme de contrôle rigoureux et strict. Alors aujourd'hui, si je prends l'exemple des autocars, quand on obtient un agrément d'autocar, aujourd'hui, on va le prêter, on va le louer, on va l'hériter de génération en génération. Et puis à la fin, on se retrouve avec un conducteur qui n'est pas du tout, qui ne respecte pas aucun cahier de charge en fait et qui n'est pas contrôlé. L'activité en milieu rural de transport mixte, en fait, l'agrément est tellement compliqué à avoir que finalement, on est quasiment que sur de l'informel. Donc aujourd'hui, qui dit informel dit absence de contrôle. Donc aujourd'hui, on a un véritable sujet sur la professionnalisation des métiers de ces métiers-là. Et bien évidemment, tous les sujets de durabilité et de défis environnementaux. Parce qu'en parallèle du développement de ces systèmes de mobilité, aujourd'hui, quand on demande aux Marocains, on verra, en fait, les Marocains marchent beaucoup pour aller au travail. Quand on leur demande pourquoi vous marchez, est-ce que c'est par choix ou par contrainte? Parce qu'en Europe, ils marchent beaucoup, mais c'est devenu un choix, c'est devenu une positif. Aujourd'hui, plus de 70 ou 80% nous disent par contrainte, parce que je n'ai pas le choix. Et ils ne sont pas satisfaits de ce mode de transport. Donc aujourd'hui, il y a une question aussi de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place en termes de durabilité pour développer la mobilité douce. Alors, il y a quelques initiatives sur les parcours de vélo, sur la mise en place, on va dire, de parcours de marche ou de rues piétonnes ou d'endroits où on va limiter l'usage des véhicules pour que les citoyens puissent marcher. Mais en réalité, c'est pas, voilà, la généralité, en général, les Marocains marchent par contrainte. Voilà. Et donc, si on essaye de comprendre justement comment ils se déplacent, alors les deux graphes ne sont pas sur les mêmes périmètres, je vais expliquer. À gauche, on a regardé au niveau des PMUD, donc les plans de mobilité urbains, qui ont été faits dans un certain nombre de villes, où il y a eu des enquêtes pour demander aux gens comment ils se déplacent. Aujourd'hui, 61% des Marocains, à Casa c'est 65%, marchent pour aller au travail, pour aller à l'école, pour aller au marché, pour aller au commerce. Donc, dans leur trajet du quotidien, ils marchent, mais c'est une marche forcée, comme je disais, ce n'est pas une marche... Et c'est bien évidemment essentiellement les courtes distances. Maintenant, une fois qu'on a enlevé la marche, le gros de l'usage, c'est la voiture personnelle. Donc 14%, c'est la voiture personnelle. Et la voiture personnelle aujourd'hui, bien évidemment, avec des difficultés de stationnement, des difficultés de circulation, etc. Et sur cette voiture personnelle, on a des croissances très importantes du parc. Par exemple, à Casablanca, on est passé de 97 à plus de 120 véhicules pour 1000 habitants en quelques années. Donc aujourd'hui, on est sur une croissance fulgurante de ce parc et les infrastructures, comme on disait, qui ne suivent pas de manière aussi forte. Maintenant, que représente la part des transports réguliers, c'est-à-dire le bus, le BHSL, le tramway? En fait, c'est 10% des déplacements. Alors, ce qui est déjà bien, parce que ça commence à croître avec tout le plan de développement des bus, mais ça reste extrêmement faible et ça reste extrêmement limité aux hommes. Donc aujourd'hui, c'est surtout les hommes qui utilisent ces trajets-là et surtout pour des trajets réguliers. Donc sur des trajets où les gens savent exactement où ils vont aller parce que justement, vu qu'il n'y a pas toutes les connexions et les interconnexions, en réalité, on reste sur des trajets assez simples. En milieu rural, on a posé la question aux gens. Alors après, le périmètre n'est pas le même parce qu'on a posé la question juste aux gens qui sortent de chez eux. On n'a pas posé la question aux gens
qui sont agriculteurs et qui travaillent dans l'exploitation agricole chez eux et qui ne bougent pas, parce que bon, c'est une partie importante du monde rural, donc elle n'est pas prise en compte dans l'échantillon. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de marches ou de déplacements à côté. Mais sur ceux qui doivent se déplacer, alors aujourd'hui, on sait d'après les dernières statistiques du HCP que 54% des Marocains en milieu rural travaillent en dehors de leur commune d'habitation. Donc ils doivent sortir de la commune pour aller travailler. Ce qui est quand même un... Voilà. Et on sait très bien que l'intercommunal, en termes de connexion de transport, n'existe pas. Aujourd'hui, n'est pas forcément géré. Donc sur ces gens-là qui doivent sortir de leur commune pour aller travailler, aujourd'hui, en fait, ils utilisent... Il y a le transport de personnel. Je pense que les gens qui travaillent dans l'agriculture le savent, on n'a pas le choix. On met en place du transport de personnel pour ces gens-là. La voiture personnelle représente quand même 30% des déplacements. Et avec un taux de remplissage moyen qui est élevé, en urbain, on est plutôt à 1 personne et demie, un passager et demi par voiture, en rural beaucoup plus. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que la part de l'informel est énorme. Elle est de 16%. Et aujourd'hui, on va faire un petit zoom dessus. Et les taxis aussi, qui ne sont pas censés normalement aller aussi loin, assurent l'interconnexion. Donc aujourd'hui, les taxis, finalement, les taxis blancs représentent l'alternative, la seule alternative en fait pour les gens, à part les khtafa, pour se déplacer, pour leur déplacement quotidien. Quand on zoome sur les khtafa aujourd'hui, c'est quand même assez intéressant. On voit que 60% des Marocains en milieu rural et périurbain utilisent ce mode de transport. Donc c'est quelque chose qui est très généralisé et essentiellement pour leurs déplacements quotidiens et pour leurs achats. Aujourd'hui, ce qui est intéressant à savoir, c'est que finalement, c'est un transport informel, mais très structuré et organisé. 90% des transporteurs sont sur des points de collecte fixes. Donc, les gens se rendent à un point de collecte et sont transportés. Donc, on est sur quelque chose de très structuré, très organisé, et avec pratiquement un Marocain sur 2 qui connaît le transporteur, le chauffeur, parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser ce mode de transport. Donc, on est aujourd'hui sur un métier informel, mais qui est structuré et qui remplace finalement un trou et sur lequel il y a des véritables enjeux de satisfaction des citoyens et un véritable enjeu de structuration. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait en termes de cadre institutionnel et réglementaire pour améliorer, on va dire, ce constat, donc impact socio-économique et mode de transport des citoyens? Quand on regarde, alors déjà la réglementation, quand on essaye de comprendre, c'est très compliqué. Tous les textes qui régissent aujourd'hui la réglementation, aujourd'hui on a plus de 20 textes. Alors on ne les a pas tous listés, mais en tout cas il y a tous les DAER, leur applicatif. Donc il y a tous les textes en fait aujourd'hui qui régissent la réglementation et qu'on peut classer, on va dire, en trois grands blocs. Il y a le DAER du transport qui date de 1963, donc le DAER 63, qui n'a pas été remis au goût du jour depuis, avec encore voilà, un certain nombre de textes et de phrases qui sont un peu, aujourd'hui, qui nous semblent complètement un peu hors cadre. On a également aujourd'hui des cahiers de charges sectoriels qui régissent un certain nombre de transports, par type de transport. Et on a les lois organiques, alors ça c'est fondamental, la loi organique de la régionalisation, qui régissent le rôle des régions, le rôle des provinces, le rôle des communes, et qui sont les textes les plus récents. Aujourd'hui, quand on regarde la réglementation du transport des personnes et son cadre, aujourd'hui, alors les mots sont assez forts, mais en réalité ils sont factuels. Aujourd'hui, c'est complexe. C'est complexe parce qu'on est sur une réglementation où il y a 4 catégories de transport. Il y a les transports mixtes, donc qui transportent marchandises et personnes. Il y a les transports de véhicules rapides, donc ceux qui ont des horaires réguliers. Les transports de véhicules avec ou sans, je ne sais plus c'était quoi le terme. Les transports touristiques. Et tout ça est régi par des agréments et avec des textes très stricts en termes de gouvernance. De l'autre côté, quand on regarde au niveau international, en réalité, les réglementations sont extrêmement simples. On a 2 catégories, les transports réguliers et les transports occasionnels. Les transports réguliers, c'est réglementé, il y a des agréments, c'est clair. C'est souvent subventionné, c'est accompagné par l'État. Les transports occasionnels, en général, ce n'est pas conventionné. Alors, il y a des autorisations, il y a des vérifications, il y a des contrôles, bien évidemment, mais il n'y a pas aujourd'hui tout le système d'agrémentation. Donc, aujourd'hui, on est sur un système de classification des transports qui est extrêmement complexe et qui freine aussi, par exemple, le développement touristique, le transport touristique.
Deuxième élément qui est clair, c'est que la réglementation aujourd'hui est figée. Alors quand je dis figée, ben justement aujourd'hui, le périmètre de circulation des taxis est défini par rapport à une époque où il n'y avait pas les grosses agglomérations urbaines avec leurs périphéries, avec leurs périurbains. Et aujourd'hui, donc le périmètre dans lequel un taxi a le droit de circuler est régi par un DAER qui date de 1963 sur un Maroc qui n'était pas du tout urbanisé de la même manière. Deuxième exemple, les VTC, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on est sur une demande très forte. On est sur des entreprises qui sont des SA, SARL, mais qui ne sont pas encadrées par la réglementation du transport et donc qui posent tous les défis qu'on connaît, tous les articles de presse qu'on lit sur le sujet. Troisième élément qui est très important, c'est qu'on a une très forte déviation des pratiques aujourd'hui par rapport aux réglementations en vigueur et il n'y a pas de contrôle. Donc comme on disait, aujourd'hui les agréments sont hérités de famille, hérités de père en fils. Ma grand-mère a un agrément d'autocar, donc voilà, on a un agrément dans la famille. Donc c'est des choses qu'on hérite, on ne sait pas pourquoi. Et puis de l'autre côté, on a de la location, de la sous-location. Donc il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui qui existent. La réglementation est quand même claire. Normalement, chaque 7 ans, on doit avoir une demande d'autorisation de renouvellement. Aujourd'hui, elle n'est pas appliquée, il n'y a pas de contrôle derrière. Et donc, on a beaucoup de pratiques et de déviations par rapport à ça et qui entraînent bien évidemment des sujets de qualité et de sécurité pour les citoyens. Et enfin, un dernier sujet, c'est aujourd'hui un manque de coordination et de cohérence. J'en ai parlé tout à l'heure dans la réglementation, mais aujourd'hui, on a la gestion de chaque mode de transport qui est à peu près en silo. Donc on ne va pas avoir une cohérence. Alors la cohérence existe, par exemple en France, il y a la loi Macron qui va mettre la cohérence par rapport aux autocars, quand est-ce qu'ils peuvent être là ou pas là. Il y a des instances de coordination pour se dire, ben, si l'État subventionne un bus, ben, est-ce que derrière on va laisser autant de taxis ou autant de... Aujourd'hui, on a des bus et des autocars qui font des fois les mêmes trajets, qui sont en compétition directe, donc entre un opérateur privé, un opérateur, on va dire, en gestion déléguée par le public. Donc aujourd'hui, il n'y a pas forcément de cohérence et de vision globale par rapport à la situation. Donc il y a un sujet clair par rapport à ça. Et au-delà de la réglementation, il y a bien évidemment le sujet de gouvernance. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'intervenants sur ce secteur. Et aujourd'hui, le mot est fort, mais il est clair, il y a une paralysie des mécanismes de gouvernance du transport en raison du déploiement de la régionalisation avancée. Donc aujourd'hui, on a un DAER qui institue un certain nombre d'organes qui sont censés gérer au niveau territorial la mobilité, mais de l'autre côté, on a une loi organique sur la régionalisation qui a instauré un autre modèle de gouvernance, qui est le plus récent, qui est le plus juste, on va dire, mais les textes de loi du DAER n'ont pas été adaptés par rapport à ça. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces comités ne sont pas tenus et que les décisions ne sont pas prises sur un certain nombre de demandes. Et donc, ça paralyse beaucoup de développement. Donc, à part sur des espaces urbains, on va avoir un établissement intercommunal ou un plan de mobilité interurbain qui va gérer sur un territoire précis, mais au global, en général, au niveau national, il y a des problèmes de gouvernance. La deuxième problématique, c'est la gouvernance des hubs. On est sur le même sujet de coordination et de cohérence. Je vais donner un exemple. On va installer une gare routière, par exemple, en dehors de la ville, parce que la personne qui installe la gare routière se dit « Ah ben c'est bien, le foncier coûte moins cher, on est loin de la congestion urbaine ». Sauf que derrière, on n'a pas forcément, une fois que le passager arrive à la gare routière, on n'a pas forcément un mode de transport pour le relier au centre-ville. On va obliger les autocars à passer par la gare et leur demander un droit de passage qui va peser sur leur compétitivité. Sauf que ce droit de passage, quand eux, ils ont demandé une demande d'agrément, ils ne l'avaient pas dans leur business plan initial. On ne va pas les accompagner dessus. Donc, en réalité, ils ne vont pas passer par la gare routière, ils vont s'arrêter ailleurs. Et donc, on est aujourd'hui dans un certain nombre de cercles vicieux parce qu'il n'y a pas cette cohérence initiale par rapport à l'ensemble des intervenants sur ces sujets-là. On s'est amusé à regarder aussi au niveau des aéroports, par exemple. Aujourd'hui, à part un ou deux aéroports, le reste n'est pas connecté. Il n'y a pas de système de bus, il n'y a pas de système d'autocar, il n'y a pas de train qui passe à part Casablanca, qui passe par les gares aéroportuaires. Donc aujourd'hui, il y a une question importante de connectivité et de cohérence de ces systèmes. Et enfin, il y a une question aussi à se poser et tout ça, bien évidemment, est lié sur les modèles de financement. Aujourd'hui, au Maroc, on a financé essentiellement deux choses, les infrastructures et l'urbain.
On a aujourd'hui un fonds régional de soutien au transport en milieu urbain qui investit massivement, qui est en train de continuer à investir massivement dans la mise à niveau des systèmes de transport de bus, de tramway, etc. On a investi massivement dans les infrastructures. Maintenant, on n'investit pas suffisamment déjà sur tout ce qui est mobilité douce, sur le milieu rural. Et surtout, on est sur des enveloppes budgétaires qui dépendent complètement du budget de l'État. Quand on va au niveau international, on a beaucoup de modèles alternatifs de financement qui se développent, que ce soit des PPP, des taxes entreprises, du financement international. On a des exemples intéressants. Par exemple, le métro du Mexique est financé par des obligations vertes. Donc, on a une émission d'obligations vertes qui va financer le métro. Donc, aujourd'hui, on est sur des logiques, on va dire, beaucoup plus innovantes au niveau international sur ces sujets-là. Et enfin, la dernière question à se poser, c'est à qui on donne l'argent? Parce qu'aujourd'hui, au Maroc, on le donne aux opérateurs. On achète les transports, ou on donne l'argent aux opérateurs, on les subventionne pour qu'ils mettent en place les systèmes de transport. Dans beaucoup d'autres pays, aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus vers une aide aux ménages. Un peu comme le principe des aides conditionnées aux ménages que l'État est en train de mettre en place. Et donc, même pour le transport, on va subventionner les ménages les plus vulnérables. Donc, par exemple, au Brésil, on va avoir à Sao Paulo la gratuité des transports pour tel et tel type de population. Et on va faire de la péréquation de cette manière-là. Et donc, il y a peut-être aussi des schémas à repenser sur à qui on donne l'argent et comment on finance ces systèmes de mobilité. Voilà. Donc, aujourd'hui, le constat est quand même assez, on va dire pas très positif, pas très glorieux. On a aujourd'hui un vrai sujet, on va dire, si on résume, de gouvernance et de réglementation de ce secteur, et qui est aussi intimement lié, je pense, à la réglementation, la gouvernance du transport logistique, les deux sujets étant aussi liés. Et aujourd'hui, donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et en fait, quand on regarde au niveau international, ça bloque, c'est pas grave. J'arrive plus à faire défiler. Quand on regarde en fait au niveau international, il y a 4 choses à avoir en tête. La première, c'est qu'il faut une vision qui soit claire. C'est-à-dire, si on ne fixe pas des objectifs chiffrés, concrets, on ne va pas y arriver. Donc, la vision en général dans les pays, c'est qu'on se fixe un pourcentage, un objectif de pourcentage de gens qui ont accès à des transports en commun. On va se fixer un objectif de temps d'accès aux transports en commun. On va se fixer un objectif de pourcentage de l'usage, par exemple, de tel transport en commun dans les milieux. Et on va définir des objectifs de durabilité. Et ces visions-là, en général, sont instituées dans des chartes, sont institutionnalisées dans des documents stratégiques et des fois même dans la Constitution, deviennent des droits constitutionnels d'accès aux citoyens à la mobilité. Donc ça, c'est un premier sujet qui est fondamental. Il n'y a plus d'images, ce n'est pas grave. Le deuxième sujet qui est important, c'est effectivement la gouvernance. Donc aujourd'hui, la gouvernance de la mobilité au Maroc, elle est bien gérée au niveau de l'urbain. On a aujourd'hui des plans de mobilité urbains qui sont gérés par des établissements intercommunaux qui définissent des stratégies de développement de l'urbain. Mais il y a des territoires au Maroc qui ne sont pas couverts. Donc il y a des territoires sur lesquels aujourd'hui on n'a pas de plan de mobilité. Et donc il faudrait s'assurer à travers un découpage territorial que toutes les communes du Maroc font partie d'un bassin de mobilité et sur lesquels on a derrière une stratégie de mobilité. Le troisième sujet qui est fondamental, c'est bien évidemment la simplification de la réglementation. J'en ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut un peu dépoussiérer les textes de 1963, les mettre au goût du jour, à la fois en lien avec la demande et en réfléchissant aussi au modèle spécifique pour le rural. Aujourd'hui, le rural au Maroc, ce n'est pas les soukiers, ce n'est pas juste le transport mixte, des gens qui transportent marchandises et personnes pour aller au souk. On a fait des enquêtes. Les Marocains se déplacent aussi pour d'autres raisons. Ils aspirent à autre chose. Donc aujourd'hui, il y a une véritable problématique sur le modèle, les systèmes de transport à repenser et sur la simplification de cette réglementation. Et enfin, bien évidemment, il faut des outils qui vont permettre
d'avoir des mesures incitatives, mais aussi punitives, parce qu'en général, c'est les deux. Donc, on va interdire la circulation à tel endroit, on va pénaliser ou taxer les entreprises sur telle chose, etc., de manière à encourager l'usage des transports en commun. On a aussi, bien évidemment, le financement. Les innovations, bien évidemment, alors je ne vais pas m'attarder dessus, mais technologiques et tout ce qui est data intelligence qui permet d'optimiser les flux, d'optimiser l'utilisation des ressources pour la gestion de ces transports, et bien évidemment un suivi centralisé et rigoureux de ces sujets-là. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un peu les grands éléments par rapport à la mobilité. Maintenant, la ville de Casablanca, en réalité, elle est un peu représentative de tout ce que je viens de dire. Aujourd'hui, à Casablanca, les Marocains marchent. 55% des déplacements, c'est à pied, par contrainte. Les hommes uniquement utilisent les transports en commun, qui représentent moins de 20% des déplacements des Marocains à Casablanca. Et aujourd'hui, les Casablancais sont fortement insatisfaits, donc à plus de 70% ne sont pas satisfaits aujourd'hui de la mobilité. Ceux qui utilisent les voitures, bien évidemment, parlent des problématiques de stationnement, de congestion, de déplacement de marchandises et de personnes sur les mêmes tronçons qui handicapent aussi la circulation, des enjeux de sécurité routière et les enjeux de connexion des hubs aujourd'hui avec tout ce qui se passe au niveau des gares routières, des gares ferroviaires, avec de manière positive, bien évidemment, la nouvelle génération de bus et les tramways qui sont en train de résoudre une grosse partie des défis de mobilité des citoyens, mais on est encore loin de l'enjeu et loin de la problématique de gestion de la congestion au niveau de ces hubs. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup en tout cas Leïla pour cette présentation. Mais avant, peut-être effectivement, on va poursuivre sur un focus beaucoup plus mobilité, mais transport, mais surtout logistique pour la région de Casablanca-Stade. Mais moi j'ai peut-être une question à vous poser. C'était pas prévu, hein. Mais bon, je me dis la présentation est exhaustive. Est-ce que la situation et les conséquences, à la fois au niveau des réalités sociales en matière de transport et de mobilité de personnes, est-ce que c'était prévisible, selon vous? Prévisible, c'est-à-dire? Est-ce que les données démographiques ont été prises en considération? Est-ce que, ou pas suffisamment? C'est-à-dire se dire aujourd'hui, effectivement, par rapport à tous ces pourcentages et tous ces déficits, oui. Voilà. Alors, oui, bien évidemment, c'est des choses qui auraient pu être anticipées. Maintenant, on sait bien que la problématique, c'est l'interministérialité sur ce type de problématiques et de sujets. Donc aujourd'hui, chaque personne au niveau de son périmètre d'activité, au niveau des ministères, essaye d'avancer, ou au niveau des régions, on va dire, essaye d'avancer sur son périmètre. Maintenant, donc, au niveau de l'urbain, il y a eu quelques anticipations et quelques investissements qui ont été faits. Au niveau du rural, aujourd'hui, ça a été un petit peu le parent pauvre, on va dire, de ce développement de la mobilité. Et aujourd'hui, la problématique principale, c'est effectivement la cohérence, parce que pour pouvoir prévoir, il faut déjà avoir une photo globale. Et aujourd'hui, en fait, personne n'a la photo globale. Aujourd'hui, chaque personne a une photo de son activité. Et pour avoir travaillé, on va dire même au niveau, par exemple, du ministère de l'Intérieur, on a une direction qui va gérer la partie taxi, on a une autre direction, une division qui va gérer le transport scolaire, les transports spécialisés. On a une autre direction qui va gérer la partie mobilité urbaine, donc les transports collectifs urbains. Et donc aujourd'hui, en fait, cette vision globale de se dire finalement, quelle est la lecture globale? En fait, on l'a pas. On l'a eu récemment avec les PMUD, donc qui était quand même un effort colossal de cartographie aussi, de se dire finalement,
au niveau des grandes agglomérations urbaines, comment les Marocains se déplacent et quels sont leurs besoins. Mais effectivement, on arrive toujours un petit peu en retard. Alors la bonne nouvelle, c'est que les infrastructures ont quand même suivi, c'est-à-dire l'investissement le plus lourd en termes de CAPEX et de financement a été quand même fait ou est en cours, notamment sur un certain nombre de nouvelles investissements prévus. Maintenant, sur la partie effectivement système, il n'y a pas eu un effort d'investissement et même on va dire, il y a eu peut-être un tâtonnement dans le choix du modèle, parce qu'on a essayé, on a expérimenté des modèles de gestion qui ont marché, qui n'ont pas marché. Donc aujourd'hui, on arrive. Alors sur l'urbain, on a suffisamment de recul de plusieurs expérimentations pour arriver maintenant à un schéma qui commence à montrer, on va dire, des résultats probants. Sur le rural, on n'a pas pensé, en fait, depuis 1963, parce que le Daher à l'époque était quand même exceptionnel et très moderne par rapport à son temps. Et par rapport aussi à ce qui se passait à l'époque au niveau international, mais depuis, on n'a pas repensé ce modèle-là. Et effectivement, c'est une question aussi de concentration des efforts sur les priorités voilà, qui a été fait. Merci beaucoup. Leïla Bni, je pense qu'on peut l'applaudir. On a beaucoup appris sur l'état des lieux et la photographie en matière de mobilité.